Bonjour à tous, bienvenue dans le 1245 sur BB24. La maîtrise de la démographie passe par la planification familiale. Le contrôle des naissances est encore un sujet tabou dans les sociétés africaines. Le poisson fumé, les béninois en raffolent, il occupe une place importante dans leur alimentation, mais sa consommation n'est pas toujours bénéfique pour la santé. L'abeille, petit insecte capable de fabriquer du ciel, c'est un célèbre dicton qui le dit. Les abeilles vivent en colonie et travaillent pour la survie de leur groupe, un mode d'organisation au sein duquel chacun sait quoi faire. On en parle dans ce journal. On démarre cette édition par l'actualité. 4025 candidats plongent depuis ce matin dans les séries techniques de l'examen du baccalauréat session de juin 2021 dans 6 lycées et collèges du Bénin. Le lancement des dites épreuves a lieu au lycée Koulibaly à Cotonou en présence du ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle et du directeur de l'office du bac. Les candidats composent les épreuves pratiques comme le génie civil, l'électrotechnique, eau et assainissement et bien d'autres. Ces épreuves sont prévues pour prendre fin le 15 juin. L'être humain est la principale clé pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Maîtriser la démographie, c'est s'assurer une durabilité environnementale et l'atteinte de plusieurs autres objectifs. Cette maîtrise, justement, passe par la planification familiale. Dans les pays sous-développés, à l'instar du Bénin, le problème de contrôle des naissances se pose avec acuité, référence faite à certains indicateurs. Alessandra Diotan aborde le sujet avec les acteurs du domaine. Les naissances rapprochées, la prévalence de mortalité maternelle et infantile, les grossesses précoces et les avortements clandestins. Ce sont là autant d'aspects qui assombrissent la carte sanitaire du Bénin. Ceci avec un impact direct sur le développement. La principale panacée se trouve dans l'organisation et le contrôle des naissances. En un mot, la planification familiale qui passe par l'adoption de méthodes contraceptives. En la matière, les statistiques sont loin d'être satisfaisantes. Le nombre de femmes ayant adopté sur le nombre de femmes en âge de procréer, ça fait 12,4%. Vous savez, quand on va dans les coins les plus reculés, il y a certaines communautés qui n'ont pas l'information. Il faut leur donner la bonne information. Les hommes pensent que laisser leurs femmes se faire offrir une méthode, c'est ouvrir une porte à la dépravation. Il y a certains hommes qui pensent que c'est ça. Donc, ils s'opposent. Autre, ça, c'est les barrières socio-culturelles. Il y a certaines religions qui s'opposent à la planification familiale. Au sein de l'islam, une des religions prédominantes au Bénin, la perception de la chose ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans notre religion, plus particulièrement l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plaidé pour la planification familiale. Parce qu'à son temps, il y avait un de ses fidèles qui est venu le voir que voilà, après l'accouchement, ma femme est encore tombée en grossesse. Alors le prophète a dit de faire ce qu'il appelle en arabe asl, qui est le coït interrompu. Donc c'était notre argument suprême pour amener les fidèles à adopter une méthode de planification familiale. Au sein de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin, les leaders religieux militent pour l'adoption par la masse des méthodes dites de contraception. Aux côtés de ces leaders religieux, de jeunes ambassadeurs travaillent pour la même cause, et c'est à juste titre. Quand on regarde la structuration par âge de nos pays, en Afrique de l'Ouest et particulièrement le Bénin, on a une population à charge plus forte que la population active. Et donc, il y a un besoin de restructurer cette configuration aujourd'hui. D'où l'intérêt de la planification familiale. Parce qu'en plus des ménages, on a aussi une forte proportion de jeunes qui contribuent aux naissances annuelles que nous avons au niveau du pays. Les jeunes n'ont pas toujours les bonnes informations.
Ils veulent éviter les grossesses non désirées, ils veulent éviter les IST, mais parfois ils ne savent même pas qu'il y a des méthodes modernes qui s'offrent à eux. Certains le savent mais le craignent et d'autres n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ces méthodes. Il existe aujourd'hui une gamme variée de méthodes contraceptives, allant des méthodes barrières à celles hormonales. Le besoin non satisfait en matière de contraception est aujourd'hui de 36% au Bénin. La disponibilité des produits contraceptifs, leur coût et la disponibilité de centres agréés dans chaque ville ou quartier sont autant de facteurs sur lesquels il urge d'agir. Le poisson fumé, un aliment omniprésent dans les plats et repas au Bénin. Apprécié pour sa saveur, sa consommation est ancrée dans les habitudes. Par contre, les conditions de fumage du poisson pourraient avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine. Une réalité que bon nombre de consommateurs et les femmes qui s'adonnent à cette activité de fumage de poisson ignorent. Les précisions dans ce reportage de Ulvaeus Balogun. Le poisson fumé est une source vitale d'alimentation et de revenus pour de nombreuses communautés côtières du Bénin. On estime aujourd'hui à 20 voire 30% les prises locales marines et d'eau douce qui sont consommées sous forme de poisson fumé. Un mets qui fait partie du plat quotidien des Béninois. Avec ces poissons fumés que vous voyez, je peux manger tous les repas que je désire. Nous mangeons ces poissons sans gêne. Il est conseillé de manger du poisson fumé. Si tu fumes bien le poisson, manger est un plaisir. Et pourtant, malgré sa saveur, ses bienfaits nutritionnels, son prix compétitif et sa durée de conservation, le poisson fumé représente un vrai problème de santé publique. On consomme tous généralement le poisson fumé et on ne sait pas forcément dans quelles conditions ça a été fait. On ne sait pas. On le voit au bord de la route, on fait juste le poisson. Au vu de ce qu'on voit ici, je me dis que si le poisson est toujours fumé dans ces conditions, il aura forcément un impact négatif sur notre santé. À Placody, de nombreuses femmes s'adonnent au fumage de poisson. Ici, le poisson fumé est obtenu suivant des méthodes peu soucieuses de la préservation de la santé du consommateur et des fumeuses elles-mêmes. Nos yeux sont malades à cause de la fumée et de la chaleur intense. Nous souffrons du rhume et du paludisme. La fumée a un effet nocif sur nos yeux et nos cœurs. Une activité génératrice de revenus qui les expose à des risques sanitaires. Au niveau du fumage, même on a constaté qu'il y a une grande quantité de fumée qui s'accole sur ces poissons-là. Et ce sont ces fumées-là qui contiennent les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes et même aussi des goudrons qui créent de cancer une fois que ça se retrouve dans l'organisme humain. Pour éviter ces conséquences néfastes, quelques précautions sont tout de même indispensables. Comme précaution, d'abord au niveau des transformatrices, au niveau des dames qui font le produit, il faut les conseiller de fumer les poissons avec sa peau. Aux consommateurs, je leur demande d'enlever d'abord la peau de poisson qui est fumée et de deux, de laisser tremper le poisson dans de l'eau. Si c'est le poisson fumé, de laisser tremper ça dans de l'eau, ne serait-ce que quelques minutes, une dizaine de minutes. C'est vrai, ils vont perdre une partie de la valeur nutritive, mais l'eau va essayer d'évacuer aussi une partie de ces fumées qui seraient restées sur le poisson. L'amélioration du mode de fumage de poisson et l'encadrement de l'activité s'avèrent donc indispensables pour prévenir et atténuer les conséquences sanitaires sur les consommateurs. Connaissez-vous la vie des abeilles, cet monde extraordinaire, méconnu et pourtant riche d'enseignements? Elles forment une société très structurée qui s'apparente à une grande entreprise au sein d'une ruche. Des milliers d'abeilles cohabitent et s'entraident pour un seul but commun, la survie de la colonie. La reine, les ouvrières et les faux-bourdons possèdent chacun leurs particularités et doivent alors assumer des tâches bien distinctes. Un spécialiste nous donne plus de précisions au micro de Amandine Agnamboussou.
c'est une communauté très organisée. Une colonie d'abeilles contient quand même des milliers d'individus. On dit qu'au moins à partir de 40 à 70 000 individus sont dans une colonie d'abeilles. Dans une colonie, il y a la reine qui gouverne tout. Après la reine, donc il y a surtout le rôle de pondre et d'organiser la communauté. Il y a les ouvrières qui travaillent, qui font tout. Il y a les faux bourdons. Et chacun a son rôle dans la communauté et ça fonctionne pour produire le miel et beaucoup d'autres produits de la ruche, tels que la cire, il y a la propolis, la gelée royale, etc. Les mâles qui sont les faux bourdons ont surtout un rôle d'accouplement. Et bon, je ne les envie pas, après un accouplement, le mâle, il est fini. Et quand la communauté s'organise et fait de la réserve, à la fin, les ouvriers les poussent au dehors de la colonie et ferment la ruche, ce qu'on appelle le massacre des mâles. C'est quand même important parce que sans l'accouplement avec la reine, on ne pourrait pas avoir de jeunes parce que c'est une communauté qui se renouvelle très rapidement. Et donc, pour qu'on ait une abeille adulte, c'est une affaire de quelques jours. Donc il faut que la femelle, la reine, puisse pondre continuellement. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'après l'accouplement qui se fait dans le vol nuptial, la femelle, donc la reine, peut pondre pendant 1 à 3 ans des œufs fertiles. Vous voyez, c'est merveilleux. Les abeilles piquent en général pour défendre leur quiétude, pour défendre leur réserve. Parce que le miel qui est produit en réalité, c'est pour passer la mauvaise saison. Et nous allons voler. Donc quand les abeilles se sentent perturbées, maintenant si vous allez aussi dans leur environnement parfumé, ça leur donne une idée qu'on a des fleurs avec leur senteur. Donc, ça fait partie des choses qui les orientent dans la recherche de nourriture. Donc elles peuvent venir à vous. Mais c'est en tournant autour, si vous menacez, tuez, vous chassez. Bon là, c'est en ce moment-là qu'elles se sentent agressées. Et ce qui est dangereux, c'est que quand vous en écrasez une, tout le monde vient à vous parce que désormais vous portez l'odeur. Quelques informations hors du Bénin à présent. Suivez ce condensé réalisé par Émile Azokota. La Côte d'Ivoire part à la conquête du marché américain de la noix de cajou. Pour y parvenir, le pays envisage de quintupler sa capacité de décortiquage. Le premier producteur mondial de noix brutes veut aujourd'hui jouer dans la cour des grands fournisseurs d'amandes de cajou. L'enjeu financier et social se résume en quelques chiffres. Puisqu'une fois transformée, la noix de cajou prend 40% de sa valeur brute. La mise en place d'unités de transformation de 10 000 tonnes générera 800 emplois, dont 80% de femmes. La plus-value ne se discute pas. Les producteurs ivoiriens se sont donc fixé un objectif: transformer à l'horizon 2025 la moitié de la production de noix de cajou ivoirienne. Et pour assurer la réussite du programme ivoirien, des experts sanitaires américains vont accompagner une quinzaine d'unités de transformation pour les aider à se mettre aux normes. À l'instar du reste du monde, l'économie sud-africaine a été très affectée par la pandémie. Le pays le plus touché du continent par le Covid-19 peinait déjà à renouveler son modèle économique avant la crise. Le chômage touche désormais 32% de la population et jusqu'à 42% si l'on inclut ceux qui ont abandonné toute recherche. Avec en première ligne les jeunes frappés de plein fouet par la crise d'emploi. Mais le président Cyril Ramaphosa espère encore redresser la situation, notamment grâce à un plan de relance. L'Afrique du Sud devrait renouer avec la croissance cette année à un taux de 3%. Mais selon le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, un retour à l'activité économique pré-Covid pourrait prendre jusqu'à 5 ans. Alors que s'accélèrent les campagnes de vaccination en Europe, le secteur du tourisme reprend espoir et envisage enfin la sortie du tunnel. Les autorités européennes annoncent pour juin la mise en place de son certificat vert numérique pour faciliter les déplacements non essentiels. Mais la reprise sera certainement très lente pour un secteur qui revient de loin. La France se prépare à rouvrir ses frontières aux touristes étrangers dès le 9 juin prochain et travaille à l'établissement d'une liste de pays sûrs pour ses ressortissants. La Grèce, dont un cinquième des richesses provient du tourisme, ouvrira ses frontières dès cette semaine, non sans inquiétude de la part de la population locale, dont 34% seulement se trouvent vaccinés à la date d'aujourd'hui.
L'Ouganda a obtenu un accord pour la mise en place d'un programme du Fonds monétaire international afin de contribuer à la reprise économique du pays. Selon les responsables, le programme, qui devrait s'étaler sur 36 mois, s'inscrit dans le cadre d'une facilité élargie de crédit et devrait être appuyé par un financement de 1 milliard de dollars, soit environ 500 milliards de francs CFA. Le programme prévoit, en plus de l'accompagnement de la relance post-Covid-19, une refonte du système de gestion du budget et l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.